Nous avons, dans notre précédente vidéo, parlé de l'image fort peu écologique de l'URSS. C'est une image qui est due au révisionnisme, ayant triomphé une vingtaine d'années avant les débuts de l'écologisme. S'il existe un pan méconnu et surprenant de l'histoire soviétique, c'est bien sa politique environnementale à l'époque de Staline. En 1921, la jeune République soviétique créait les Zapovedniki, d'immenses réserves naturelles dont l'accès était limité aux scientifiques, l'objectif de ces réserves étant avant tout scientifique, permettant d'étudier la biosphère sans perturbation et de mieux connaître l'environnement. Les soviétiques développèrent dans les décennies suivantes des méthodes agronomiques à contre-courant de l'agronomie occidentale, alors centrée sur l'emploi massif d'engrais et de pesticides. La vision que les agronomes occidentaux avaient des sols était celle d'un potentiel limité et épuisable. Ils pensaient que la technique devait augmenter par l'utilisation d'engrais, un labourage plus intensif, etc. On sait en effet que la fertilité des champs dans les pays occidentaux diminue d'année en année. Mais c'est ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Les techniques n'étant pas le palliatif, mais la cause de la destruction des sols et de la diminution de la fertilité, nécessitant l'emploi de plus en plus intensif d'engrais. C'est un cercle vicieux. La vision soviétique du sol était celle d'une usine à entretenir. Le sol fait partie de la biosphère. Il est vivant. Tous les éléments qui le composent sont liés les uns aux autres. Les nutriments que consomment les plantes viennent de la vie qui se trouve dans le sol. C'est comme ça que le sol devient fertile. Les agronomes soviétiques avaient compris qu'au centre de la biologie des sols se trouvait l'arbre, véritable maître du sol. Les racines profondes des arbres transforment le sol et permettent un meilleur drainage de l'eau, car l'arbre change la composition du sol, produit des branches et des feuilles qui en tombant nourrissent la vie du sol et créent de l'humus, augmentant la fertilité. Les arbres protègent aussi leurs voisins, en apportant de l'ombre et en faisant office de coupe-vent quand ils sont nombreux. Nous pouvons voir, en comparant ces deux visions, l'influence du matérialisme dialectique dans ce domaine. Les débats entre tenants d'une agriculture à l'occidentale et tenants d'un modèle de type nouveau commencent dans les années 1920-1930. Mais les conditions de la Seconde Guerre mondiale donnent temporairement raison aux partisans des engrais. La nécessité de nourrir la population devient principale, et le pays ne peut commencer un plan qui ne portera ses fruits que quand les arbres auront poussé. Ce plan, le grand plan pour la transformation de la nature, verra le jour en 1947. Ce plan comprenait la plantation d'immenses bandes forestières à travers le pays, sur une superficie supérieure à la France, la Grande-Bretagne et le Benelux réunis. Le plan comprenait une restructuration des sols, avec un plan pour chaque région via le système herbaire. Arrêter le labour, protéger et réenrichir le sol en matière végétale en le recouvrant par un paillage. La permaculture avant l'heure.